Bonjour à tous. Le 15 mars dernier s'est déroulé le premier tour des élections municipales. Chacun se souvient des conditions exceptionnelles dans lesquelles s'est déroulé ce premier tour. Ces conditions, ce sont celles d'une vague épidémique, d'une rare brutalité qui avait conduit le gouvernement à prendre des mesures soudaines pour limiter la vie sociale dans les jours qui ont immédiatement précédé ce 15 mars. C'est au vu de ces conditions que le gouvernement avait décidé de maintenir le premier tour des élections municipales. Décision parfois contestée, mais décision assumée. J'assume avoir considéré qu'un bureau de vote était un lieu indispensable à la vie du pays. J'assume d'avoir considéré, comme le Conseil scientifique, et au vu des conditions d'organisation des bureaux de vote qui avaient été mises en place, qu'il n'y avait ce jour-là pas plus de risque à aller voter qu'à aller, par exemple, faire ses courses. J'assume surtout cette décision parce que dans aucune démocratie, on ne peut décider, en dehors de tout cadre légal, d'annuler un scrutin la veille du jour où il doit se tenir. Le premier tour des élections municipales s'est donc tenu le 15 mars, avec un taux d'abstention significatif, mais dans des conditions rigoureuses de distanciation physique et d'hygiène. Et je tiens à en remercier tous les assesseurs et toutes les équipes municipales qui l'ont rendu possible. Ce premier tour a permis d'élire l'intégralité du conseil municipal dans 30 143 communes françaises. Dans ces 30 143 communes, la vie municipale est en train de reprendre son cours avec l'installation ces jours-ci des conseils municipaux. J'adresse d'ailleurs un salut républicain à tous ces nouveaux élus qui étrennent leur nouveau mandat. À l'issue de ce premier tour, il reste encore à organiser un second tour dans près de 5000 communes pour lesquelles environ 16 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. Il reste également 1100 intercommunalités dont les conseils communautaires ne sont pas complètement renouvelés. Autant d'institutions qui jouent un rôle de premier plan dans la réponse à la crise et qui seront, le moment venu, aux avant-postes de la relance. Autant d'institutions, donc, qui ont besoin de travailler, d'investir et de se projeter dans la durée. Pas pour leur propre satisfaction ou pour leur propre plaisir, mais bien pour les Françaises et les Français qui ont besoin des institutions locales, qui ont besoin que celles-ci, que les maires à qui ils font confiance, puissent exercer dans de bonnes conditions leur éminente responsabilité. Pour déterminer les conditions dans lesquelles ce second tour allait se dérouler, nous avons respecté point par point la loi du 23 mars dernier. Cette loi prévoyait un calendrier et une méthode. D'abord, un avis du Conseil scientifique sur les questions de santé entourant le scrutin. Ensuite, un rapport que le gouvernement devait adresser au Parlement au plus tard le 23 mai. J'ai rendu public mardi dernier l'avis du Conseil scientifique. Chacun a pu en prendre connaissance. Pour ma part, j'en retiens 4 éléments. D'abord, le Conseil scientifique estime possible et nécessaire de garantir la sécurité sanitaire des opérations électorales le jour du scrutin dans les bureaux de vote et formule en ce sens des recommandations précises. Ensuite, le Conseil scientifique insiste plus spécifiquement sur les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale. Il distingue bien les opérations de vote de la campagne électorale. Et il indique la nécessité, si des élections sont organisées, d'en modifier profondément l'organisation. Troisièmement, le Conseil scientifique souligne que, d'un point de vue statistique, la tenue d'un seul tour, plutôt que de deux, est de nature à réduire les risques sanitaires, sachant que nous serions obligés d'organiser 2 tours de scrutin si nous repoussions le vote au-delà de l'été. Enfin, le Conseil scientifique appelle à réévaluer la situation épidémiologique dans les semaines qui précéderont la date du scrutin. Avant de prendre la décision que nous avons traduite dans le rapport que le gouvernement vient d'envoyer au président des 2 assemblées, j'ai souhaité consulter l'ensemble des forces politiques du pays. Je veux remercier chacune d'entre elles qui a participé à l'échange de mercredi soir à Matignon.
Cet échange s'est déroulé dans un esprit de franchise et de responsabilité qui fait honneur à notre démocratie. Autour de la table, la question difficile de savoir si le second tour des élections municipales devait avoir lieu en juin ou non n'a pas fait consensus. Les arguments s'opposent, ils sont tous puissants et éminemment respectables. Certains ont souligné qu'une élection avec une campagne rendue délicate, compte tenu des restrictions sanitaires, poserait des problèmes de sincérité du scrutin et qu'il serait plus clair de reprendre les choses à zéro plus tard. D'autres, pour leur part, ont souligné la nécessité où nous sommes, et pour un long moment sans doute, de vivre avec le virus et donc de faire vivre notre démocratie avec ce virus et malgré ce virus. La faire vivre et pas la mettre entre parenthèses. Ils ont souligné enfin le rôle clé que les communes et les intercommunalités devraient jouer dans la relance, dans la reprise de l'investissement public, et ont conclu à la nécessité de leur donner rapidement des exécutifs pour ce faire. Les mêmes ont souligné les incertitudes qui s'attacheraient à un nouveau report. Qui peut dire que la situation de l'épidémie sera significativement meilleure en septembre, en janvier, plutôt qu'en juin? Tous, qu'ils soient favorables ou non à la tenue d'élections en juin, ont rappelé la nécessaire attention, l'indispensable attention à la sécurité sanitaire. Il appartient donc désormais au gouvernement de prendre et d'assumer seul sa décision. La question est complexe, elle suscitera des désaccords, mais la clé pour le gouvernement réside dans la cohérence de ses décisions. La semaine prochaine, nous présenterons au président de la République la deuxième phase du plan de déconfinement que nous avons voulu, dès l'origine, prudent, progressif et réversible. Pour que, aussi sûrement que possible, la vie économique, la vie sociale, la vie démocratique, la vie privée même, puissent reprendre leurs droits face au virus. Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits. C'est pourquoi, le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Les électeurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française seront également convoqués à cette même date pour le second tour des élections municipales. Ce ne sera pas un second tour comme avant, si j'ose dire. Avec les maires qui organisent le scrutin, avec les candidats et leurs équipes de campagne, nous avons la double responsabilité d'assurer à la fois la sécurité de ceux qui participent au processus électoral et la sincérité du scrutin. Comme nous l'avions déjà fait pour le premier tour, le ministre de l'Intérieur va engager, dès la semaine prochaine, la concertation avec les maires de France pour organiser en toute sûreté les opérations électorales proprement dites, en suivant précisément les recommandations du Conseil scientifique. Le ministre de l'Intérieur va également poursuivre la concertation avec les organisations politiques pour adapter la campagne à la situation sanitaire. La sincérité du scrutin, donc le bon déroulement de la campagne, sont des conditions sine qua non au bon fonctionnement d'une démocratie. Si cette concertation fait apparaître qu'il est nécessaire de faire évoluer telle ou telle disposition réglementaire, nous pourrons le faire. Je pense notamment à l'assouplissement des règles relatives aux procurations. Cohérence encore, comme toutes les décisions prises dans le cadre du déconfinement, celle de tenir le second tour des élections le 28 juin prochain est réversible. Nous aurons donc, comme le recommande d'ailleurs le Conseil scientifique, et comme toutes les forces politiques l'ont souligné, une clause de revoyure. Elle interviendra sans doute dans 2 semaines. En effet, dans l'hypothèse où ce second tour ne pourrait pas avoir lieu, il faudrait garder le temps nécessaire à l'examen par le Parlement du cadre légal qui permettrait d'organiser un nouveau report des élections municipales. C'est la raison pour laquelle, et j'ai conscience d'entrer dans des considérations très juridiques, c'est la raison pour laquelle sera également présenté
en quelque sorte à titre conservatoire, le 27 mai prochain, au Conseil des ministres, un projet de loi qui permettrait le report des municipales au plus tard jusqu'en janvier 2021, dans l'hypothèse où le Conseil scientifique nous dirait dans 2 semaines que les conditions sanitaires ne seraient plus réunies pour le 28 juin. Voilà le choix que présente aujourd'hui le gouvernement. C'est le choix de la cohérence, c'est un choix exigeant et dont nous allons suivre jour après jour jusqu'au 28 juin la mise en œuvre. Je sais pouvoir compter sur les maires et sur leurs équipes pour nous aider à l'organiser dans de très bonnes conditions. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement de nos concitoyens et de nos concitoyennes à participer à ce moment démocratique essentiel que constitue l'élection des équipes municipales. Je vais à présent laisser la parole au ministre de l'Intérieur pour qu'il présente les enjeux de la concertation avec les maires et avec les organisations politiques pour qu'ensemble, nous réussissions ce rendez-vous démocratique. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, la décision du Premier ministre marque une étape forte dans la reprise du cours normal de notre vie démocratique. Assurer la protection de toutes celles et tous ceux qui font vivre notre démocratie, voilà notre impératif. Et ce second tour nous impose donc collectivement un civisme, une vigilance et une discipline particulière. La campagne électorale ne doit pas devenir un facteur de circulation du virus. Il conviendra donc de faire campagne différemment. Différemment dans le respect systématique des gestes barrières et de l'ensemble des préconisations du Conseil scientifique. Différemment en prenant toutes les précautions nécessaires lors des contacts entre les candidats, leurs équipes et les électeurs. Je pense à la distanciation physique, bien sûr, mais aussi au port du masque quand cela est nécessaire. Différemment, enfin, parce qu'il sera utile de privilégier les campagnes numériques et les interventions et débats dans les médias. Nous pourrons aussi réfléchir, par exemple, à des professions de foi plus détaillées, plus longues. Évidemment, nous le savons, il s'agit de changements importants dans nos habitudes de citoyens. Nous allons travailler, comme le Premier ministre vient de le rappeler, avec les associations d'élus et les partis politiques dès la semaine prochaine. Mais je veux souligner que, contrairement au cours normal d'un second tour d'élection municipale, où les candidats ne disposent que de 5 jours de campagne, et où il est bien rare qu'il n'y ait plus d'une réunion publique qui soit organisée, les candidats et leur équipe auront cette fois-ci quasiment 1 mois devant eux. 1 mois qui leur permettra de convaincre les électeurs, de faire valoir leur programme et leurs convictions tout en adaptant leur méthode. À travers la France, les candidates et candidats aspirent à la confiance des Français dans cette mission si importante, si sensible, d'être maire. J'ai confiance dans leur esprit de responsabilité, dans celui de leur équipe, et nous comptons sur eux. Concernant les opérations de vote, notre devoir est d'assurer la pleine sécurité sanitaire des électeurs comme de toutes celles et tous ceux qui tiendront les bureaux de vote, présidents, assesseurs, employés municipaux et scrutateurs. Tout d'abord, pour permettre à chacun le libre accès au vote, nous allons, comme au premier tour, tout faire pour faciliter les modalités de recueil des procurations. Il s'agit d'une organisation adaptée, par exemple, pour les résidents des EHPAD. Il s'agit de permettre aux personnes les plus vulnérables de demander la venue d'un officier de police judiciaire à leur domicile pour établir une procuration. Nous veillerons à simplifier au maximum du cadre légal le processus. Le jour du scrutin, dans les bureaux de vote, toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité sanitaire de tous. Les gestes barrières et de distanciation physique devront être respectés, le cas échéant, en réaménageant les bureaux de vote ou, de façon plus simple, par un marquage au sol. Chaque électeur devra porter un masque de protection, qui pourra être un masque grand public. Ils devront également pouvoir disposer de gel hydroalcoolique ou d'un accès à un point d'eau pour se laver les mains. Enfin, les membres du bureau de vote devront porter un masque chirurgical tout au long de l'opération de vote, tout comme les scrutateurs au moment du dépouillement. J'ajoute que la fourniture des masques et de gel sera assurée par les communes avec le soutien plein et entier de l'État. Par ailleurs, nous aurons l'occasion de le rappeler, mais les électeurs seront invités à utiliser leur stylo personnel lors de l'émargement et à présenter et manipuler eux-mêmes leurs pièces d'identité. Ce sont de bonnes pratiques, faciles à mettre en œuvre et qui permettront de minimiser au maximum les contacts. Lors du premier tour et dans un délai contraint,
les communes avaient accompli un travail remarquable qui avait permis le respect des consignes sanitaires dans les bureaux de vote. Et je veux, comme le Premier ministre l'a fait précédemment, les saluer. Nous avons aujourd'hui un mois pour préparer. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement, sur la responsabilité des maires, avec l'appui des préfets pour organiser au mieux ce scrutin. Mesdames et messieurs, le 28 juin, et si la situation sanitaire le permet toujours, 16,5 millions de Français pourront élire leurs conseils municipaux dans près de 5 000 communes. Voter, c'est l'acte le plus fort de notre démocratie. Tout sera mis en œuvre pour qu'il puisse s'accomplir en toute sécurité dans le respect des règles sanitaires. Je vous remercie. On va peut-être répondre à quelques questions que vous vous poseriez sur ces annonces. Monsieur. Merci, Patrick Rollet, Le Monde. Vous dites, visiblement, les concertations entre les maires avec les maires et avec les chefs de partis politiques, il n'y a pas eu de consensus sur juin ou après juin. Mais en revanche, il semblait se dégager un consensus sur, pour ceux qui étaient favorables au mois de juin, sur la date du 28. Vous-même, vous aviez évoqué à un moment peut-être la date du 21 juin, et vous insistez sur, diminuer les risques de propagation du virus, 2, favoriser au mieux la participation évitée. Pourquoi, à ce moment-là, n'avoir pas retenu le 21 juin, qui diminue le temps de campagne et donc diminue aussi le risque de propagation, alors que le 28 juin aussi risque de peser en faveur de l'abstention à cause des premiers départs en vacances? J'ai pris l'habitude, malheureusement, de vivre en ayant le choix entre des options qui sont toutes également critiquables et qui présentent toutes des inconvénients. C'est comme ça, et il faut donc faire des choix. La loi nous imposait d'organiser, dans l'hypothèse où les conditions sanitaires étaient réunies pour le rendre possible, d'organiser le second tour avant la fin du mois de juin. Nous avions donc le choix, vous avez raison, entre le 21 et le 28. Il nous a paru préférable, pour garantir la sincérité du scrutin, de faire en sorte que la campagne puisse se déployer en respectant très strictement, nous l'avons dit, les règles de distanciation physique. Et donc le 28 juin nous a paru une date plus adaptée que le 21. C'est d'ailleurs dans ce sens que se sont exprimés tous ceux qui ont eu à le faire lors des consultations. Et je veux indiquer, en complément de ce qui a été évoqué par le ministre de l'Intérieur, le fait que les forces politiques, encore une fois, ont des avis divergents sur l'opportunité de tenir ou la possibilité de tenir ces élections en juin, mais qu'elles se sont toutes exprimées clairement, responsablement, que les associations d'élus également se sont exprimées et ont toutes indiqué qu'il leur paraissait préférable d'organiser, si évidemment les conditions sanitaires le permettaient, les élections avant la fin du mois de juin. Et c'est fort de ces avis que nous avons aussi réfléchi pour voir quel était l'intérêt général qui s'attachait à cette décision. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Vous parliez des aménagements dont le Conseil scientifique a parlé. Vous avez parlé notamment de la question des procurations. Est-ce que vous anticipez par exemple de faire des doubles procurations? Y aura-t-il une manière de relancer le vote par correspondance? Et puis par ailleurs, ça veut dire que par exemple les maires sortants auront eu du temps pour distribuer des masques. Est-ce que ce n'est pas une forme de campagne pendant toute la période de la crise? Il y a deux aspects dans votre question. La première est une question à laquelle le ministre de l'Intérieur, en bonne intelligence avec les forces politiques, devra s'attacher à trouver des réponses. Mais je voudrais simplement indiquer que tout ce qui ne dépend pas de la loi va dépendre du pouvoir réglementaire. Et tout ce que nous pourrons faire dans le cadre du pouvoir réglementaire pour faciliter le recueil des procurations et l'utilisation des procurations, nous le ferons. Évidemment, je ne peux pas, et le ministre de l'Intérieur non plus, à lui tout seul modifier la loi. Il faudra donc qu'il y ait une discussion avec les assemblées pour, le cas échéant, aller plus loin s'il fallait faciliter encore l'usage des procurations. Donc nous sommes disposés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, là encore, permettre, dans toute la mesure du possible, le fait que nos concitoyens puissent exprimer leur vote. C'est quand même la moindre des choses dans une démocratie. Il faut donc faire en sorte qu'en dépit des restrictions sanitaires, on puisse le faire dans de bonnes conditions.
Votre deuxième question porte sur la distinction entre les élus sortants, les maires en place, et les candidats qui, au fond, veulent devenir maires. Mon expérience en la matière me laisse à penser que cette question est systématiquement posée, parce que les maires sortants, parce que ceux qui veulent sortir les maires sortants trouvent toujours que les maires sortants sont un peu plus avantagés qu'eux parce qu'ils sont dans les dispositions. Le code électoral prévoit, et c'est tant mieux, des règles qui sont strictes et qui s'appliquent à tout le monde, de façon à veiller à ne pas renforcer cet avantage politiquement incontestable du sortant sur celui qui veut entrer. Mais l'expérience montre aussi qu'il arrive qu'on sorte des sortants. Pour compléter, Monsieur le Premier ministre, notre volonté est d'aller le plus loin possible pour faciliter les procurations. Mais aller le plus loin possible avec cette double garantie, d'abord celle du respect de la loi, mais celle aussi de la qualité et de la sincérité des actes que nous mettrions en place et qui pourraient prêter derrière à des contestations. Je prends par exemple l'idée de la dématérialisation de la démarche de procuration. Celle-ci se heurte à un problème de droit qui est celle de l'établissement de l'identité de l'électeur. Le fait que l'on puisse constater à la fois l'identité et la volonté de l'électeur. Donc nous sommes prêts à y travailler, mais il nous faut des garanties qu'aujourd'hui l'identité numérique ne nous permet pas d'obtenir et ne nous permettra pas d'obtenir d'ici le 20 juin. Vous avez posé la question du vote par correspondance. Là aussi, aujourd'hui, nous sommes tenus par un cadre légal. Mais je voudrais rappeler que le vote par correspondance a été supprimé en 1975 parce qu'il prêtait à manipulation, parce que certains usages avaient pu être pratiqués dans certaines communes où, après l'arrivée du vote par procuration, certains pouvaient modifier les bulletins. Et donc c'est pour des raisons de sécurité et de sincérité du vote qu'a été mis en place le vote par procuration qui est vérifié par un officier de police judiciaire. Mais je vous le redis, nous sommes prêts à développer au maximum, en lien avec les associations d'élus, en lien avec les partis politiques et avec l'intervention et la mobilisation des forces de sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur, la faisabilité de nous déplacer, de nous rendre sur place dans les établissements d'accueil collectif, par exemple, de désigner des correspondants qui, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, pourront préparer les procurations, par exemple. Nous sommes totalement ouverts sur ces sujets, dans le respect de la loi et dans la garantie de la sincérité des opérations de vote. Voilà, une dernière question peut-être ? Bonjour, Bastien Auger, TF1 LCI. Sur la campagne, est-ce qu'il est possible de savoir combien de temps durera la campagne officielle ? Et dans les conditions que vous avez décrites, qui est une campagne dans tous les cas très restreinte, quelles seront les règles très précises ? Qu'est-ce qu'il sera possible de faire ou pas ? Et est-ce que malgré les solutions alternatives que vous avez présentées, il n'y a pas un risque de frustration des candidats qui auront le sentiment de ne pas avoir eu assez de temps, assez de possibilités de présenter leur programme et d'aller à la rencontre des électeurs. Je me permets d'ajouter une question complémentaire de mes confrères de BFM TV. Monsieur le Premier ministre, en janvier dernier, vous aviez déclaré que si vous étiez élu au Havre, si le président de la République vous faisait confiance et vous demandait de rester à Matignon, vous le feriez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez faire la même chose ? Vous diriez la même chose ? Merci. Alors, je vais répondre à vos deux questions. Je vais commencer par la première. La première tient à la campagne. Une campagne de deuxième tour aux élections municipales, comme l'a très justement dit Monsieur le ministre de l'Intérieur, ça dure au maximum 5 jours. Et pendant ces 5 jours, les candidats se démènent pour faire passer de la plus claire façon possible leurs idées, leurs programmes, qu'ils ont déjà d'ailleurs défendus au premier tour. 5 jours, c'est très court. C'est très intense. Nous allons avoir, cette fois-ci, des conditions différentes, avec peut-être un peu moins d'intensité, mais avec beaucoup plus de durée. La campagne du deuxième tour va être mécaniquement, chacun peut le comprendre, beaucoup plus longue que ce qu'elle est normalement. Et je fais confiance à l'inventivité des candidats de toutes les forces politiques pour trouver les moyens de faire passer leurs idées, dans le respect de la distanciation physique, dans le respect des règles sanitaires. Vous savez, les gens qui veulent se présenter et qui sont présents au deuxième tour d'une élection municipale pour être maire, c'est des gens responsables. Alors, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils sont responsables. Et ils essaient de l'être. Et donc, ils vont, pendant plusieurs semaines, pouvoir expliquer autrement que normalement ce qu'ils veulent faire. Les conditions pratiques
de la façon dont ils pourront conduire et mener leur campagne seront définies, je l'ai dit, après que le ministre de l'Intérieur aura conduit une concertation avec les forces politiques et avec les associations d'élus. Et je ne veux pas préempter cette concertation, je pense qu'il est utile qu'elle ait lieu, je pense que les élus, les forces politiques l'attendent, et donc le ministre de l'Intérieur la conduira dès le début de la semaine prochaine. Sur les questions relatives, sur la deuxième partie de votre question relative au Havre, nul n'ignore mon attachement à cette ville, nul n'ignore mon engagement pour cette ville, et personne ne comprendrait qu'à ce micro aujourd'hui, je m'exprime sur le Havre. Je ne voudrais pas qu'on me reproche d'utiliser les moyens de l'État dans le cadre d'une campagne électorale. Et donc j'aurai l'occasion de m'exprimer le moment venu au Havrais. Je vous remercie beaucoup.